Donc, j'avais dit que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une affaire de tous les jours et, comme donc, vous voyez ici, elle touche à des choses, à des domaines et puis à des choses un peu intimes comme le portable qu'on a partout, les réseaux sociaux et puis notre boîte mail, etc. Tout ça, c'est géré aujourd'hui par des algorithmes. Nos recherches, les recherches que l'on fait sur Google, mais aussi les chats, etc., notre sécurité, les caméras qui sont un peu partout, puis la voiture qui peut être dirigée par la géolocalisation et les différents logiciels, et puis aussi des aspects économiques, blockchain, etc., et puis aussi tout ce qui est médecine, notre santé, notre finance, et puis logistique, etc., et même notre éducation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de smart campus, aussi d'évaluation intelligente des acquis, etc. Donc tout ça explique le fait que nous sommes dans une nouvelle révolution. La révolution qui couple un petit peu le digital, l'informatique, et l'intelligence artificielle, les algorithmes. Et on doit comprendre où est-ce que ça nous mène. Et on doit comprendre un peu ces algorithmes, comment ils fonctionnent, surtout que ça va toucher, comme on l'a déjà vu, mais on peut le voir aussi ici, les technologies que l'IA, qui vont être composées avec l'IA, tout ce qui est drone, big data, blockchain, cloud computing, l'IoT, la robotics, toutes ces technologies vont se combiner pour toucher tous les aspects de notre vie, que ce soit social, économique ou notre environnement. Donc tout sera impacté par l'IA. Et donc, nous avons l'obligation d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi les algorithmes fonctionnent d'une manière ou d'une autre. Et puis, le machine learning, l'intelligence artificielle moderne d'aujourd'hui se matérialise, bien il est beaucoup plus représenté par des réseaux de neurones profonds. Donc si on arrive à comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones profond, on aura beaucoup plus de chances de comprendre un peu l'IA et les différents algorithmes. Donc nous allons concentrer notre présentation sur cette architecture. Donc cette architecture, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'on l'entraîne? Il promage, ici c'est la classification, nous supposons qu'il y a 4 animaux possibles, 4 types d'animaux possibles, les chats, les éléphants, les chevaux et les chiens. Et donc, est-ce que je peux développer un réseau de neurones et l'entraîner pour qu'il identifie parmi un ensemble d'animaux, les chats, comme j'ai dit, des éléphants, chevaux ou chiens. Comment on va entraîner ce réseau de neurones? On entre une image, donc vous savez, une image c'est un ensemble de pixels, bien sûr, ça peut être avec une certaine profondeur, puisqu'on a 3 couleurs. Bon, tout ça, c'est des détails que je suppose que l'on maîtrise déjà. Donc, je prends une image, elle traverse le réseau de neurones. Après, j'applique la softmax pour obtenir une distribution de probabilité sur les différents animaux. Les 4 catégories d'animaux. Et puis, s'il y a la loss function, s'il y a un écart entre la réalité, par exemple, ici un chat, normalement, je suis censé avoir 1, 0, 0, 0, parce que le premier élément, c'est un chat. Donc, mais il y a un écart, il y a une petite erreur, une incertitude que le réseau de neurones émet par rapport à l'identification de l'animal. Ça veut dire qu'il y a une erreur, ça veut dire que je dois adapter les poids qui sont dans le réseau de neurones pour que la prochaine fois, il me donne de meilleurs résultats. C'est ça un peu la rétropropagation. C'est adapter les poids. Les lignes ici sont pondérées par des poids. Il faut que je ajuste ces poids pour que le réseau de neurones, la prochaine fois, pas forcément pour le même chat, mais pour n'importe quel chat, améliore ses prédictions. Donc, finalement, cela correspond à une nouvelle approche qui utilise les exemples pour créer un modèle. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on faisait? Traditionnellement, on avait des gens qui ont une certaine expertise, des connaissances, par exemple, qui savent identifier un animal
entre chat, chien, etc. Par exemple, les oreilles, les pieds, etc. Et ils écrivaient du code. Et dans le code, ils mettaient si le chat, si les yeux sont comme ça, si les pieds, etc. D'accord, pour cet exemple. Mais bien sûr, on avait d'autres modèles pour d'autres problématiques mécaniques ou médecine ou images, etc. Donc, mais là, je continue sur le même exemple. Donc, pour classifier les animaux, on peut prendre une image et analyser, on met un peu la connaissance humaine, les règles ou l'expertise humaine dans un programme avec un langage C ou Java ou autre. Et comme ça, l'ordinateur, quand on met une donnée en entrée, il va sortir il va donner, je fais entrer une image, un chat, c'est-à-dire un vecteur 1, 0, 0, 0. Il va donner donc maximum de probabilité, ou bien 0. Ça, c'était la démarche traditionnelle. Après, ce qui s'est passé, c'est que sont venus les réseaux d'un moment. Le problème qui est l'identification, c'est toujours un problème mathématique. D'accord, qu'on le conçoit ou pas, qu'on le sache ou pas, mais c'est toujours on peut toujours utiliser des mathématiques pour identifier. Mais comme le problème est complexe, on ne peut pas le faire, parfois on ne peut pas le faire manuellement, on ne peut pas trouver la solution. Donc là, avec les réseaux de neurones, au lieu d'avoir de l'expertise humaine qui permet d'identifier par exemple un chat, on va juste créer le réseau de neurones, comme je l'ai montré il y a un moment, et puis on entraîne le réseau de neurones avec la rétropropagation. Donc, l'entraînement, comment tout cela se fait, c'est que quand je prends une image, j'avais dit que c'est un vecteur, donc supposons que j'ai 1000 images, ça veut dire que je vais avoir 1000 vecteurs. Les 1000 vecteurs, ils appartiennent à R à la puissance 1000. Donc je peux les projeter dans l'espace R à la puissance 1000. Et selon le problème, prédiction, classification, clustering, je le fais entraîner, d'accord, et j'obtiens le réseau de neurones ou le modèle entraîné qui va servir donc à faire la classification dans notre exemple. Voilà, donc, donc la même chose, ici au lieu de dire input, output, et puis on va ajuster les paramètres qui sont les points. On peut dire que nous avons x1, y1, excusez-moi, je ne vais pas modifier x2, y2, et puis xn, yn. C'est quoi ça? C'est des datas. Le x, c'est l'image, par exemple, et le y, c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, s'il s'agit d'un chat, 0, 1, 0, 0, s'il s'agit d'un éléphant, etc. Donc, la sortie, le label. Bien sûr, on peut dire le label, c'est chat, chien, etc., mais on doit le représenter sous forme vectorielle, parce qu'on sait que en informatique, il faut que je transforme ces données en quelque chose de numérique. Et donc, l'ordinateur, avec un réseau de neurones, avec de l'intelligence artificielle, il essaie de détecter dans les objets, comme dans les images, des patterns ou des features, des choses qui permettent d'identifier l'animal, mais avec une incertitude, parce qu'il va toucher, et puis, c'est pas comme nous, on regarde, on dit ça c'est un chien, un cheval. Donc un réseau de neurones, lui, c'est comme si moi j'ai les yeux bandés et je tâtonne pour pouvoir, et donc ça veut dire que je vais m'appuyer, c'est-à-dire que la solution sera toujours entachée d'incertitude. C'est un peu ça donc c'est une probabilité que j'essaie de trouver. Et donc, on fait un entraînement qui est complexe. Regardez là, on a déjà parlé de ça, il y a la Kyle divergence parce que j'essaie de maximiser. D'accord, il y a beaucoup de maths. Il faut que la probabilité sortie par le réseau de neurones correspond à la probabilité réelle. Donc, je dois maximiser la vraisemblance. D'accord, il faut que le réseau de neurones fait que, c'est-à-dire le réseau de neurones fait que les données que j'ai entre les mains, les données que je vais utiliser pour l'entraînement, aient une probabilité maximale, d'accord, de se produire. D'accord. Quand il passe par le réseau de neurones, il doit les confirmer. Donc, dans tous ces modèles, nous avons bien sûr beaucoup de données qu'on utilise.
Et le réseau de neurones que nous avons entre les mains et que nous devons entraîner, c'est pas lui qui produit les sorties. Parce que dans le cas standard, en général, il y a quelqu'un qui vient, un expert, et il écrit un programme. Et le programme, parce qu'il est expert, il est ingénieur ou autre, donc on lui donne, il prend des équations, ou des règles, ou des formules, comme lorsqu'on développait des logiciels de gestion, on mettait, par exemple, le TVA, c'est 0,2 multiplié par le prix unitaire, etc. D'accord, on mettait les formules, les règles, d'accord, commerciales. Et puis la somme, d'accord, total de la facture, c'est la somme, etc. Donc, on faisait des calculs. Maintenant, là, c'est pas la même chose. Là, c'est les données qui vont, d'une certaine manière, écrire le modèle, créer le modèle, ou valider le modèle. Pas seulement le valider, mais le créer, le construire. Et puis, le machine learning, donc, c'est la création de ces modèles en optimisant une fonction objective. Et la fonction objective, elle est très complexe, c'est-à-dire son optimisation, vous savez, la descente du gradient, et puis stochastique en plus, puis on fait plusieurs itérations. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et il y a beaucoup de probabilités statistiques sur lesquelles s'appuie tout ça. J'avais dit qu'il faut maximiser la vraisemblance. Et on utilise beaucoup de paramètres, les poids dans le réseau de neurones. Donc, il y a beaucoup de poids. Et puis, il y a beaucoup d'algèbre linéaire, beaucoup d'opérations, les fonctions d'activation au milieu. Donc, à la fin, ce que nous allons obtenir, on ne peut pas tracer ce que nous sommes en train de produire. On ne peut pas le tracer et dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est 4 ou 5 choses simples. Et ça m'a donné un réseau de neurones entraîné. C'est très compliqué. Et donc, à la fin, ce que je vais obtenir, c'est une boîte noire qui exécute très bien les opérations, mais c'est une boîte noire. D'accord? Il prend par exemple ici le 1, une image, il la transforme en vecteur, et puis il me donne une solution. Il prédit une solution. Là, bien sûr, on simplifie le problème. Et parce qu'il donne des 1 ou des 0. Et normalement, il doit me donner une distribution de probabilité sur les cas possibles. Si j'ai 0,1, il doit me donner un pourcentage 0,9 pour 0 ou 0,9 pour 1 et puis 0,1 pour 0. Donc, cette boîte noire, il peut poser des problèmes. Supposons que nous avons un réseau de neurones qu'on développe pour, par exemple, identifier chez quelqu'un, diagnostiquer une maladie. Si je développe un réseau de neurones pour faire des jugements dans un tribunal, pour aider le juge, ou le jury, etc. Ou alors pour un drone, contrôler, faire en sorte qu'il lance un missile. Donc vous savez, souvent, c'est des choses compliquées, beaucoup de complications. Et si le réseau de neurones, il fonctionne, et s'il fait des dégâts, les gens ne vont pas accepter. Et si, par exemple, un juge suit un réseau de neurones dans une décision, alors l'accusé, il peut toujours dénoncer, il peut toujours faire recours, dire non, c'est pas possible, expliquez-moi pourquoi vous avez pris cette décision. Donc, on doit avoir la possibilité d'expliquer. Et puis, un malade, si on vient chez quelqu'un, on dit, voilà, vous avez cette maladie grave, etc., vous devez venir demain ou après-demain pour faire une opération très compliquée. Il va aussi se dire, mais est-ce que vous le savez, est-ce que vous savez que j'ai cette maladie, ou ce risque de maladie, ou pas? C'est juste un algorithme qui décide. Donc, c'est très compliqué. Même si nous, on a confiance dans le logiciel, la personne, surtout si on lui demande de venir faire une opération compliquée, ne fera pas forcément confiance dans l'algorithme. Et donc, c'est un problème de transparence. On peut aussi, parce que dans le cadre des smart cities, en particulier,
aussi de beaucoup de décisions politiques ou entre de grandes entreprises, ou entre une entreprise et un client. Toutes ces décisions, si c'est seulement fait par des algorithmes, ça poserait des problèmes. Les gens peuvent donc remettre en cause ces décisions. Donc, les black box, les boîtes noires que nous obtenons lorsque nous entraînons les réseaux de neurones, ils représentent donc un manque de transparence et puis de responsabilité, parce que le réseau de neurones, si jamais il se trompe, qui est le responsable? Donc, et puis, il y a aussi, on peut avoir des risques de discrimination, parce que le réseau de neurones s'entraîne sur des données. Est-ce qu'on est sûr que les données sont bien représentatives? Et même si les données sont bien représentatives, est-ce que lors de l'entraînement, tout s'est bien passé? Est-ce que les ordres, même s'ils sont aléatoires, lorsqu'on entraîne un réseau de neurones, mais il y a toujours possibilité de biais. Donc, on doit avoir la possibilité de vérifier ce qui se passe dans un réseau de neurones. Et puis, il y a un manque de confiance, d'accord? Et puis, les gens ne sont pas forcément accueillants pour tout ce qui est technologique ou intelligence artificielle. Surtout quand ça prend, quand il s'agit de prendre des décisions un peu compliquées. Et puis, il y a aussi des problèmes éthiques et réglementaires, légaux. D'accord, il y a beaucoup de lois qui nous empêchent, parce qu'il faut identifier le responsable, souvent. Puis, en Europe ou ailleurs, il y a beaucoup de lois qui viennent pour imposer que les algorithmes ne soient pas utilisés comme une boîte noire. Il faudrait qu'on ait un minimum de compréhension. Et surtout, on ne doit pas suivre aveuglément leurs décisions. Donc, bien sûr, s'ajoute à tout ça, si on ne comprend pas une chose, c'est qu'on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas l'adapter, etc. Ça peut aussi être, si on entraîne un algorithme sur des choses, par exemple, aux États-Unis, et puis on l'amène au Maroc, il y a aussi un problème d'adaptabilité, parce qu'on n'a pas la même culture, on peut avoir des biais culturels. On peut avoir des algorithmes qui un peu impactent ou influencent notre manière, nous, de vivre. Voilà, donc tout ça, ça pousse à travailler sur l'intelligence artificielle explicable et à essayer de trouver le moyen d'expliquer les algorithmes. Donc la définition de explainable artificial intelligence, ou bien intelligence artificielle explicable, donc se réfère à donc l'intelligence artificielle ou machine learning, les techniques qui permettent de comprendre et d'interpréter donc leur fonctionnement pour des humains. Et donc, tout ça va aider à ce que les décisions soient transparentes, et c'est aussi un avantage, donc ça permet ça, et puis c'est un objectif, qu'ils soient transparentes, qu'ils soient compréhensibles, et que je peux tracer ces décisions. Je dis, voilà, il fait ça, et puis, d'accord, il utilise ces données, et non plus comme une boîte noire. Et donc, ça nous permet de faire confiance à ces algorithmes et aussi aux résultats qu'ils génèrent. Voilà, en gros, c'est ça la définition de Explainable Artificial Intelligence. La boîte noire, qui est le réseau de neurones, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que les gens, avant aussi, se posaient la même question sur le cerveau humain. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les neurosciences. Donc les neurosciences essaient aussi de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain? Et pourquoi on revient à cette question? C'est parce que déjà pour le réseau de neurones, on s'est inspiré du cerveau humain. Et donc, pour expliquer le réseau de neurones, on pourra de la même manière aussi profiter de ce qu'ont fait les gens qui ont essayé de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain. Donc, donc là, vous avez des images, et la personne, elle tire une image, et elle regarde, et automatiquement, son cerveau
donc identifie un concept, par exemple, ça c'est 5. S'il dit un autre, c'est 2 ou c'est 4. Peut-être avec un petit doute, par exemple, celui-là, c'est 2. Mais ça peut être 5. Peut-être, mais la personne, d'accord, on peut, bon, c'est exprès, on a pris des chiffres, mais écrits parfois avec un peu de confusion. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain, et dans le cerveau humain, les neurones, comme 10 à la puissance 11 neurones, ce qui est énorme. Et puis, ces neurones, et puis le cerveau qui est un réseau de neurones, il s'active quand je vois quelque chose, par exemple. Si je m'intéresse à comprendre qu'est-ce qui fait que j'identifie, par exemple, une bouteille, ou que j'identifie un chat, ou un chien, ou un cheval, ou un éléphant, comme tout à l'heure. Et donc, on va faire, on va simplifier un peu le problème, et on va essayer de faire un peu de mathématiques du cerveau. J'ai dit que dans le cerveau humain, nous avons 10 à la puissance 11. D'accord, c'est 100 milliards de, je sais pas, donc c'est beaucoup en tout cas, de neurones. Et au lieu de ces 10 à la puissance 11 neurones, je vais supposer que nous avons seulement 3 neurones. Bien sûr, c'est une simplification drastique. Et je suppose que j'ai la capacité pas de les visualiser, mais au moins de mesurer un peu s'ils sont activés ou pas activés après une action. Activés, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les neurones humains s'activent aussi. D'accord? Ils s'activent, ils se désactivent, c'est-à-dire ils contiennent une charge, ils transmettent la charge, etc. C'est un peu dynamique, mais nous, on va prendre un moment, on va dire, voilà, et il est activé ou pas activé, juste pour simplifier. Donc là, on a pris un humain et on a affiché devant lui une image d'un chien, ou alors on a mis un chien. Et on voit que le premier neurone, et là, nous avons le premier neurone, le deuxième neurone, le troisième neurone. Le premier neurone est chargé de 1. Bien sûr, tout ça, c'est des caricatures. C'est juste un exemple pour expliquer. Donc, le premier neurone, c'est 1. Le deuxième, c'est 0,2. Le troisième, c'est 0. Donc, ça me donne un vecteur. Bien sûr, si j'avais 10 à la puissance 11 neurones, j'aurais un vecteur avec 10 à la puissance 11 composantes. Il suffit de numéroter les neurones, et puis de construire, de mettre la valeur un peu de la charge qu'ils ont, de mettre cette valeur ici. Il y a beaucoup de technologies qui permettent d'identifier la charge dans un cerveau humain, mais surtout dans des cerveaux parce qu'avec les souris, avec des singes ou des familles de singes, on peut aller plus loin jusqu'à faire pénétrer soit des capteurs, soit des puces, soit autre chose. Même au niveau du cerveau, et donc on peut mesurer les charges dans différents endroits du cerveau. Et puis pour le singe, on peut afficher des images de la même manière. Et donc, je mets un chien, j'ai ce vecteur 1, 0, 2, 0. Je mets un éléphant, j'ai 0,1, 0,7, 0,1. Je mets un chien, mais un autre chien, pas le premier, j'obtiens moins 0,8, 0,1, 0,35. Un chien, 0,9, 0,05, 0,01. Un chien, un chat, 0,01, 0,3, 0,33. Un autre chat, moins 0,1, 0,2, 0,15. Comme j'ai dit, c'est juste une caricature. Mais c'est instructif. Donc, ces neurones, ils me donnent des vecteurs. Et quand j'ai des vecteurs, je peux faire des maths. Je peux analyser, je prendre ces vecteurs, les multiplier, ou les additionner, ou les comparer, ou je fais ce que je veux. Ou juste
les dessiner, d'accord? D'ailleurs, j'allais le faire, mais j'avais pas le temps, c'est de les projeter dans un espace R3. D'ailleurs, j'ai pris 3 pour pouvoir les projeter dans un espace R3. Mais ça, vous pouvez l'imaginer, d'accord? Dans une prochaine présentation, je le ferai. Donc, tu peux dessiner l'axe des X, des Y et des Z et mettre les 3 points et regarder un peu ce que j'ai. Et puis, je peux les projeter sur l'axe, sur le plan XY, sur le plan YZ ou le plan ZX. Je peux aussi, parce que j'ai des points, je peux leur appliquer l'ACP, l'analyse, d'accord, en composant principal. Ou alors appliquer autre chose, comme topologie de data analysis, ou d'accord, j'ai ici 6 vecteurs. Et les gens, ils utilisent ça, et d'ailleurs, les meilleures publications aujourd'hui, ces derniers temps, ça correspond un peu à ça. Dans Nature et d'autres, et Brain et d'autres revues. Et en regardant ici un peu, qu'est-ce que j'observe? Bien sûr, ça, ce que j'observe normalement, je ne dois pas l'observer, je dois utiliser des algorithmes mathématiques, comme j'ai dit, analyse des données ou réseau de neurones, différents algorithmes de machine learning, pour faire parler ces vecteurs et ces données. Mais là, puisqu'on simplifie, je prends le premier, je trouve que pour le chien j'ai 1, 0, 2, Z, pour l'autre chien j'ai 0,8, moins 0,8, 0,1 et puis 0,35, pour l'éléphant j'ai 0,1 ici, non pas un nombre, mais pour un autre chien j'ai 0,9, et puis là, pour le chat j'ai moins 0,1, et on se dit, tiens, pour les chiens, le premier neurone s'active d'une manière beaucoup incomparable que pour les autres. Et donc, ça identifie un chien. Donc, on peut dire que ce neurone, c'est un neurone pour les chiens. Parce que pour les non-chiens, il est petit. Et pour les chiens, il prend une valeur importante, une valeur plus grande, bien plus grande que pour les autres. Mais pour ce chien, il est positif, c'est 1, et pour l'autre chien, c'est moins 0,8. Et quand je prends ce chat, avec ce chien qui un peu tourne vers la droite, c'est aussi négatif. Donc le signe, il indique la direction. Donc la valeur indique s'il s'agit, la valeur absolue indique s'il s'agit d'un chien ou pas d'un chien. Et le signe, il m'indique si il s'agit d'un chien ou un animal qui tourne vers la gauche ou vers la droite. Et celui qui est un peu comme ça, c'est presque 0. Et qui n'est pas un chien en plus. D'accord, donc, voilà, donc, vous voyez un peu vers où on va. Le dernier, vous avez ici 0, 0,1, 0,35, 0,33. Donc, regardez, là, il y a des oreilles. Donc, le dernier, là, il n'y a pas d'oreilles, c'est 0. Là, les oreilles, un petit peu, ça sort un peu du cadre, d'accord, du corps, c'est 0,1. Là, les oreilles sont bien, donc 0,35. Ah, tiens, donc, le dernier neurone, c'est un neurone qui dit qu'il y a des oreilles bien levées ou pas. D'accord. Etc. Le deuxième, d'accord. Bien sûr, là, on le fait d'une manière artisanale, mais ce qu'on devrait faire, c'est le faire avec tout ce qu'on a développé jusqu'ici, de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle, de la topologie, d'accord, donc géométrie différentielle. Pourquoi géométrie différentielle? Parce que les vecteurs, si je les plonge dans R3, ça va me donner des points. Et donc, je peux essayer de trouver un peu la géométrie qui est cachée derrière ces points. Et puis, maintenant, je vous donne des images. Je vous dis, quel est le vecteur que ce chien va avoir? C'est-à-dire, quels sont les neurones qui vont s'activer et dans quel ordre? Il est comme celui-là, donc vers la gauche, l'autre aussi vers la gauche, donc le signe va être positif ici. Il s'agit de chiens, donc la valeur va être grande, etc.
Celui-là, les oreilles vers le haut, bien distinguées. Donc, le troisième va être plus 0,33 ou 0,45. Et puis, voilà, on peut, c'est pas un chat, d'accord, on peut, et donc on peut faire la prédiction de l'activation de ces neurones. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi faire l'inverse. Je n'ai pas l'image, j'ai juste la tête. Je regarde un peu comment c'est activé et je dirais, ah, il est en train de voir un chien ou de penser à un chien. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les neurones s'activent suite à une action, une perception. Bien sûr, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe parce que l'image, elle est là. Il y a au début des neurones qui s'activent, puis une propagation. Et puis, comme on a dit, c'est la puissance 11 neurones. Il y a aussi des populations de neurones qui s'activent, non pas un seul neurone. Et puis, je ne peux pas mesurer un seul neurone de toute manière. C'est trop petit pour qu'il soit mesuré, pour qu'il soit pour que je puisse le suivre et voir un peu comment il est chargé, activé ou pas activé. Donc la réalité, mais ce qu'on vient d'expliquer, il est bien décrit par la réalité, par les mesures, par la science. Et la technologie, elle évolue. Donc, il y a même des entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à ça. Avec Elon Musk, on essaie de vendre des puces, etc., pour aider le cerveau, et on travaille sur des choses comme ça, avec des machines très sophistiquées. La même chose, je peux l'utiliser avec un réseau de neurones. Donc, un réseau de neurones, c'est des couches avec, d'accord, supposons que là, nous avons une couche avec 3 neurones, et je fais entrer l'image d'un chien, et j'aurai bien sûr la propagation, etc. Moi, je regarde seulement ici ce qui se passe. 1, 0, 2, 0. La même chose, celui-là, 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 celui-là. Et j'ai un peu la même idée que ce que j'avais avant. Le neurone, d'accord, direction, neurone. Donc, je peux associer à des neurones des concepts. Parce que quand je dis ça, c'est la direction. La direction, c'est un concept. Puis là, le chien, le neurone chien, ou oreille, c'est un concept. Donc, vous savez que quand on dit associer ça à un concept, etc., c'est des corrélations, c'est des similitudes, des proximités. Donc, c'est de la topologie en maths, parce que c'est une distance. Donc, tout ça, ça aide. Et c'est un peu, c'est pas seulement ça aide. Les gens, ils travaillent beaucoup avec ça. Et les meilleurs scientifiques qui travaillent sur ça, ils font beaucoup de maths. Parfois, on est surpris un peu du niveau de mathématiques qu'ils ont. C'est des mathématiques qui me dépassent personnellement, souvent. Et voilà, donc, bien sûr, on peut aller plus loin et on peut voir un peu quand je regarde quelque chose, et quand il y a une dynamique un peu de ce qui se passe, un peu des phénomènes, quelles sont les groupes que je veux obtenir. Et puis, je peux aussi lier la perception à une action, c'est-à-dire quand je vois quelque chose et que je prends un animal, je lui montre quelque chose et il bouge le bras. Ou il ne bouge pas le bras. Parce que bouger le bras, c'est aussi activer des neurones de contrôle. D'accord. Donc, tout ça, c'est très développé. Donc, on va pas... Et puis, le problème, c'est que lorsqu'on a dit ça à la puissance 11 neurones, il faut simplifier le problème. Il faut le projeter sur R pour qu'on puisse le voir dans un plan ou dans R3. Et pour le projeter, il y a aussi des mathématiques qui servent, en particulier tout ce qui est autoencodeur ou tout ce qui est manifold learning, d'accord, c'est-à-dire un peu des courbes ou des surfaces dans un espace de grande dimension. Mais, donc tout ça, et puis bien sûr, on va vraiment très vite vers cette science. Et parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a aujourd'hui des puces qui peuvent nous donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le cerveau, surtout des animaux pour le moment. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire.
Donc là, je donne juste la définition, mais je ne vais pas attarder. Neural manifold, c'est que quand je prends les vecteurs dont on a parlé avant, si je les, regardez, je prends les datas, ça me donne une surface comme ça. Vous voyez un peu la surface. C'est-à-dire, je prends tous les vecteurs et je vois quelle est la, est-ce qu'il y a une forme, est-ce que ces vecteurs ont une forme? Et il faut identifier la forme. Si je trouve la forme, des choses intéressantes arrivent. C'est que, par exemple, dans cette zone, il y a les chiens. Dans cette zone, il y a quelque chose qui est proche des chiens, par exemple les chats. Mais là, un peu plus loin, les éléphants. Et puis, je peux construire un peu la forme, mais continue, qui passe par les points, qui passe près des points. C'est comme lorsqu'on fait une régression, d'accord? Nous avons des points et on fait une régression, par exemple, polynomiale. Donc, une courbe qui passe à côté des points. Donc, si on fait ça, ce qui est intéressant, c'est que même si je prends un point sur cette surface qui n'existe pas, ça va me donner un cheval, mais qui n'a jamais existé, comme les algorithmes, l'IA générative. OK, mais autre chose, c'est que là, on a besoin de beaucoup de maths. Le problème avec les mathématiques, c'est que les gens, déjà beaucoup de mathématiciens ne s'intéressent pas à l'intelligence artificielle, au Maroc en particulier, mais bien sûr ailleurs, même les neuroscientifiques utilisent beaucoup de maths et inversement. Et puis, les gens se spécialisent un peu trop. Et là, nous avons besoin de beaucoup de choses, à la fois de la géométrie, des statistiques, des probabilités, de l'IA, bien sûr, de l'algèbre, d'accord, et de la logique, de la géométrie différentielle, d'accord. On a besoin de tout ça en même temps. C'est-à-dire les gens qui veulent faire comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones ou dans un cerveau humain, parce que pour nous, maintenant, c'est un peu la même chose. C'est des boîtes noires qui fonctionnent. Mais l'intérêt avec les réseaux de neurones, c'est que nous avons quand même accès plus facilement aux neurones que pour l'être humain ou pour un animal. Parce qu'un animal, il faut mettre des circuits qui vont capter le signal au niveau des neurones. C'est pas facile. Et puis, la technologie coûte très cher. Par contre, ici, c'est comme si on a simulé le cerveau. Un réseau de neurones, c'est une simulation du cerveau. Et donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, vous savez un peu ce que fait un autoencodeur, je peux faire entrer un chat et puis la sortie doit correspondre à l'entrée et donc j'entraîne un peu le réseau de neurones, l'autoencodeur, jusqu'à ce que j'obtienne ici au milieu le concept de chat. Parce que je réduis la dimension et j'obtiens le concept de chat. La même chose, je peux le faire avec, quand j'ai 10 à la puissance 11 neurones, je sais que les 10 à la puissance 11 neurones ne sont pas tous utilisés pour identifier un chat ou un chien ou un cheval ou un éléphant. Mais comment trouver les neurones qui nous intéressent? Ou alors, ils peuvent contribuer, mais avec des degrés ou des combinaisons, c'est-à-dire le premier plus le deuxième, la valeur du deuxième. C'est-à-dire qu'il y a une composition des 10 à la puissance 11 neurones en trois vecteurs, en trois valeurs, d'accord, en trois valeurs, pour identifier un chat, comme ici. Nous avons beaucoup de pixels. D'ailleurs, nous tous, quand on voit un chat, n'importe quel chat, nous voyons le chat. Il y a beaucoup de pixels que l'on voit, beaucoup de pixels. D'accord, avec une grande résolution parce qu'on voit avec nos yeux. Mais le cerveau, qu'est-ce qu'il retient? Un chat, bien sûr, un chat qui marche, qui est allongé comme ici, qui regarde. Donc, un nombre un peu réduit d'informations sur le chat. Ça veut dire qu'on a compressé l'image, parce que dans l'image, il y a beaucoup de choses, mais on a compressé toute la mesure, parce que là, on mesure. C'est des pixels avec des couleurs, c'est une mesure. C'est comme si, quand je touche quelque chose et mon cerveau me dit « Ah, c'est froid ». D'accord. Donc, là, c'est mon œil qui touche.
Et mon cerveau me dit que c'est un chat. Avec autre chose, un chat allongé, etc. etc. Donc, mais parfois, il retient seulement un chat. D'accord? Ou je réagis parce que c'est un chat. Donc, ça veut dire que toute l'image a été compressée pour ne prendre que quelques neurones. Donc, on passe de la mesure vers l'information. Bien sûr, là, Amine va le faire, on peut donc dire, voilà, donc pourquoi ne pas faire de la théorie de l'information? Parce qu'il s'agit de transformer un signal en information. L'image, c'est un signal, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'information qui est derrière le signal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici aussi, avec les autoencodeurs. D'accord, mais là d'accord, là, c'est beaucoup d'autres mathématiques que je pourrais invoquer, mais on laissera ça pour une autre fois. Merci. Si vous avez des questions, bien sûr. Sinon, Amine va commencer. Merci beaucoup, Sidi Bounou. Merci. Très intéressant. On doit avoir à la fin, nous devons avoir une distribution de probabilités. C'est-à-dire, on doit avoir, est-ce que c'est un chat ou un chien ou là, je reviens, comme vous arrivez à voir le... Oui, tout à fait. Voilà. Ici, par exemple. Voilà, j'ai mis, regardez, là nous avons, à la fin, on a softmax. S'il s'agit d'un problème de classification, la meilleure, ce qui s'utilise, ce qui est classique, c'est de mettre ici un softmax. Pourquoi? Parce qu'il va nous donner des nombres positifs, compris entre 0 et 1, qui peuvent être considérés comme une probabilité que quelque chose est vrai. Parce qu'on a besoin de distribuer le nombre 1 sur les 4 animaux. Le nombre 1, on va le partager entre 4 éléments. 1, c'est quoi? 1, c'est parce que ce qui est 1, c'est que c'est soit un chat, soit un éléphant, soit un cheval, soit un chien. Ça, c'est 1. Je sais que c'est 1. Ça ne peut pas, il n'y a pas de doute. Je n'ai que ces 4 possibilités. Mais lequel parmi ces 4? Lequel, c'est une autre distribution de probabilité. Par exemple, ici, pour moi qui vois avec mes yeux, celui-là, c'est un chat. Donc, c'est 1, 0, 0, 0. Mais pour un ordinateur qui tâtonne, qui regarde un petit peu les features, d'accord, fait du machine learning, il va sortir une distribution de probabilité qui n'est pas forcément 1, 0, 0, 0, mais 0,8, 0,02, 0,03, 0,15. Et là, je dois utiliser softmax pour avoir 4 nombres positifs compris entre 0 et 1, dont la somme égale à 1. Donc, on est obligé d'utiliser soit la softmax, soit quelque chose qui me donne le même résultat. Des nombres positifs compris entre 0 et 1, tels que la somme égale à 1. Je ne peux pas utiliser, par exemple, ici, une revue. Je ne peux pas utiliser une sigmoïde. Alors, justement, donc, la question est là, pourquoi la revue ne peut pas être... Oui, parce qu'il ne va pas me donner des nombres, il ne va pas exprimer une probabilité qu'il s'agit d'un chat, d'un éléphant, d'un cheval ou d'un chien. Moi, j'ai besoin à la fin, c'est comme si tu dis à quelqu'un, cette personne qui est là, très loin, c'est qui? Il va vous dire, à 90%, c'est telle personne. À 0,2%, non, excusez-moi, à 90%, par exemple, à 0,9, probabilité, c'est-à-dire 90%, c'est telle personne. À 10%, donc 0,1, c'est une autre personne. Ou alors à 0,05, 0,05 ou 0,02, 0,03. L'essentiel, il y a 3 possibilités. Donc l'essentiel est qu'il doit distribuer les probabilités sur les cas possibles. Là, nous avons 4 possibilités. Donc l'algorithme, le machine learning, il doit à chaque fois me donner 4 valeurs telles que la somme de ces valeurs soit égale à 1. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'on comprend par cette sortie? C'est qu'à 80% c'est un chat, à 2% c'est un éléphant, à 3% c'est un cheval et à 1,5% c'est un chien.